À Bamako, place aux informations. Le journal Moussa Papa Aïdara. Et c'est Daouda Djiré qui vient de remporter le premier prix cycliste au RTM. Il a reçu son prix tout à l'heure des mains du Premier ministre, chef du gouvernement. 120 cyclistes au départ. Ils ont parcouru 130 km, 200 mètres à Bamako sous une température de 30 degrés, ce qui n'était pas évident. Une course qui a mobilisé du beau monde ce matin sur le boulevard de l'Indépendance. La troisième phase du programme spécial d'aide aux associations et fondations a été lancée par le ministre commissaire à la sécurité alimentaire dans la région de San. Ce sont 50 organisations qui bénéficieront de cette aide multiforme dans 15 régions. Est-ce que vos reins vont bien? On espère avoir la réponse avec le président de la jeune chambre universitaire Bamako Étoile. Il s'appelle Abdoulaye Diop et est l'invité de ce 13h dimanche. La JCI a lancé le projet Renal Care qui vise à prévenir la maladie rénale. On en parle dans quelques minutes. Actualité sur le continent en Côte d'Ivoire, le PDCI, Parti démocratique, a tenu une assemblée générale à Yamoussoukro, au cours de laquelle la date du 16 avril a été retenue pour sa convention d'investiture pour la présidentielle du 25 octobre 2025. Et en République démocratique du Congo, l'Union africaine propose le président togolais Faure Gnassingbé comme nouveau médiateur. L'actualité internationale en pointillé sera décortiquée par les hommes de la rédaction. Et dans les minutes qui suivent, on parlera du cancer colorectal. Cette maladie attaque le côlon et se manifeste par plusieurs pathologies. Reportage à suivre dans Focus Santé en fin de journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Une fois n'est pas coutume, nous ouvrons ce journal par la page des sports. Le Grand Prix cycliste au RTM a été couru ce matin à travers la ville de Bamako. Un Grand Prix remporté par le Malien Daouda Djiré. L'événement a été présidé par le Premier ministre, général Abdoulaye Maïga, général de division Abdoulaye Maïga. Bonjour Isaac Chenou. Bonjour Moussa Papa. Merci de nous rejoindre dans ce studio. Vous étiez également au boulevard de l'Indépendance ou je vous avez suivi ici. Alors donc, comment ça s'est passé? Alors Moussa Papa vous a dit que c'était un événement présidé par le chef du gouvernement, le général Abdoulaye Maïga. Daouda Djiré a remporté donc le Tour cycliste Grand Prix au terme à l'issue d'une course assez tactique. Il a fallu 3 heures 6 minutes pour gagner la compétition. Daouda Djiré donc a été suivi du Burkinabé Nassirou Sorgo. Il est donc du club AS Bel du Burkina Faso et bien de Tchemoro Diallo du Mali pour boucler le tiercé. Le Premier ministre a apprécié l'événement à sa juste valeur et donc salut cette réussite de la Fédération malienne de cyclisme et l'ORTM. Je vous propose qu'on l'écoute. Le général. Au nom de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, transmettre ses félicitations au Monsieur le ministre de la Communication et de l'économie numérique, au directeur général de l'ORTM, au président de la Fédération malienne de cyclisme, qui ont également eu l'intelligence d'inscrire ce premier Grand Prix de cyclisme de l'ORTM dans la dynamique de la Confédération des États du Sahel, AES. Donc je voudrais vraiment, au nom du chef de l'État, qui est parrain de cet important événement sportif, remercier chaleureusement les organisateurs. Les objectifs, bien entendu, de cette compétition sont essentiellement renforcer les liens de fraternité entre les peuples de l'AES, évidemment promouvoir le cyclisme dans notre espace confédéral. Je pense qu'aujourd'hui, ces 2 objectifs ont été atteints. Pour les prochaines éditions, je pense qu'il serait important d'organiser ce Grand Prix de cyclisme à l'échelle de la Confédération des États du Sahel, donc dans les 3 pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Je pense qu'ils seront aidés dans leurs activités par le lancement qui a été annoncé par le chef de l'État de la télé AES. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons assisté à un fort engouement du public, donc un fort intérêt que le public a affiché concernant le cyclisme. Je voudrais également ici, en son nom, puisqu'il tient, il faudrait le mentionner à la promotion du genre, remercier particulièrement les 2 coureuses qui se sont retrouvées, bien entendu, parmi ce grand groupe de cyclistes. Donc ces 2 coureuses venues du Burkina Faso. En fait, je voudrais quand même insister
qu'il n'y a pas eu de vainqueur. Je pense que les vainqueurs, c'est vraiment les peuples de l'AES. Qu'à cela ne tienne, il est important quand même de saluer le professionnalisme des cyclistes qui se sont, qui ont ici démontré leur savoir-faire, que ce soit les cyclistes du Burkina, les cyclistes du Mali et les cyclistes du Niger. Donc vivement la prochaine édition, en espérant encore vivement que la prochaine édition se déroulera dans les 3 pays de la Confédération des États du Sahel. Voilà, plusieurs prix donc, ont été décernés à l'issue de cette grande course, parmi lesquels les primes pour les points chauds et les 5 privés sur l'ensemble de la course qui fait 130 km, 200 mètres. Alors Isaac, cette compétition a permis aux cyclistes une belle découverte de la ville de Bamako. Ah oui, c'est vrai que le Mali, donc pays hôte, a engagé 80 coureurs, le Burkina 26, et bien, et voilà, issus de différents clubs, c'est 11 clubs autour, et 6 coureurs du Niger. Alors pour dire, revenir à votre question, pour Moussa Aïdra, les coureurs donc ont traversé plusieurs points clés de la ville de Bamako, tels que l'ex-Babemba, le monument d'indépendance, l'échangeur de la cité administrative jusqu'au deuxième pont, en passant par l'hôtel Olympe, le rond-point de l'aéroport, l'ex-base de l'amusement, le Tour de l'Afrique, la Tour de l'Afrique, la gare routière de Sogoniko en traversant la station et aussi vers la colline de Badraboukou en passant par le deuxième pont, le CICB, l'ENSUP, le monument d'indépendance et la bourse de travail. La compétition a connu donc un rythme assez intense. Exactement. L'actualité sportive, c'est aussi le football, le basketball. Ah oui, basketball, on a une ouverture donc de la conférence Galahari de Bâle 2025. River Roper s'est imposé devant le Saman de Bamako 81-60 et ce samedi au complexe sportif Moulay Abdallah de Rabat. Eh bien, les Blancs de Bamako feront leur deuxième sortie ce dimanche. Et en football, le Dioluba et le Saman de Bamako sont tous deux sur le pont ce dimanche à l'occasion de la clôture de la 17e journée de championnat national de Ligue 1 professionnelle. Fameux Jude nous en parle. La 17e journée de la Ligue 1 professionnelle du Mali prend fin ce dimanche avec 3 rencontres. Ici à Bamako, au stade Mamadou Konaté, à 17h, le leader, le Dioluba, 35 points, reçoit le 3e Lusfas, 29 points. Toujours sur la pelouse du stade Mamadou Konaté, le dernier match de la 17e journée opposera les Étoiles du Mandé, dernier de la classe, avec 10 points au stade malien de Bamako, deuxième, 34 points. Coup d'envoi prévu pour 19h15. Hier samedi, Binga FC et l'AS Bakaridian ont fait match nul 1 but partout. L'AS Ral a cartonné l'US Bougouba 3-0. L'association sportive de Korofina AESCO a battu l'US Bougouni 2-0. En ouverture, vendredi, Afrique Football Elite AFE s'est incliné 2-1 devant 11 créateurs. Toujours en football, cette fois sur le continent, la 3e journée de la phase de groupe de la CAN des moins de 17 ans se dispute ce dimanche et demain lundi. Si le Burkina Faso et le Mali ont déjà validé leur billet pour les quarts de finale, ce n'est pas le cas pour d'autres pays obligés de se battre lors de cette 3e sortie. Parmi les oppositions attendues, le choc Cameroun-Égypte, Gambie-Tunisie ou encore Mali-Côte d'Ivoire, sans oublier Maroc-Tanzanie. Ce dimanche, les 2 matchs du groupe A se jouent en même temps à partir de 16h. Idem pour les 2 rencontres du groupe B à 19h. Ce sera pareil aussi demain lundi pour les groupes C et D. En basketball, le choc entre le stade malien de Bamako et Rivers Hoopers du Nigeria, les 2 derniers 3e mois de la balle, a tenu toutes ses promesses. Les Blancs de Bamako ont remporté le premier quart-temps 23-16 grâce aux 10 points de Maman Koulibaly. Dans le deuxième acte de jeu, Rivers Hoopers hausse son niveau d'agressivité sur les 2 surfaces du terrain. Les Nigérians infligent un 25-12 aux Maliens. Ils prennent l'avantage à la pause 41-35. À 6 minutes de la fin du 3e quart-temps, Rivers Hoopers est devant 49-43. La bande à Kevin Amayo garde la main 62-47 au terme du 3e quart-temps. Rivers Hoopers l'emporte finalement 81-60 et prend les commandes de la conférence Kalahari devant Al-Ittihad d'Égypte qui a battu Fils de Rabat 71-60. Le stade malien de Bamako fera sa 2e sortie ce dimanche contre le club égyptien d'Al-Ittihad d'Alexandrie à partir de 15h. Notons que les 2 premières équipes à l'issue de cette conférence qui se joue en aller-retour du 5 au 13 avril 2025 se qualifieront directement pour la phase finale prévue en Afrique du Sud. Voilà, Moussa Baedra, c'est qu'il fallait retenir pour l'actualité sportive dans cette édition. Merci beaucoup Isaac Chenou et on profite pour dire félicitations encore une fois à Daouda Djiré. Suite de ce journal. À San, le commissaire à la sécurité alimentaire a procédé au lancement de la 3e phase du programme spécial d'aide aux associations et fondations. Ce sont 50 organisations qui bénéficieront de cette aide multiforme dans 15 régions. L'activité a été soutenue par la remise symbolique d'une aide d'urgence de 60 tonnes de vivres aux personnes en situation de vulnérabilité. En marge de ces activités, le commissaire à la sécurité alimentaire s'est rendu au magasin de l'OPAM pour s'imprégner du stock disponible. De San, la correspondance de Trissa Koné.
Le programme d'aide spéciale aux associations et fondations à travers le Mali, PESAF, a été mis en place en 2023 par l'association Femmes Leadership et Développement Durable, AFLED. Cela en réponse aux effets de l'arrêt des financements de certains partenaires ou bailleurs de fonds. Cette phase 3 qui vient de prendre son envol ici à San est un moment chargé d'histoire et de solidarité présidé par le commissaire à la sécurité alimentaire. Mamadou Malikso, représentant la coordinatrice du PESAF. Ce lancement témoigne de l'engagement constant et du soutien indéfectible des plus hautes autorités envers nos citoyens et nos citoyennes. La solidarité, pas un simple vain mot, mais aussi des actions sans relâche pour porter haut et fort le Mali d'aujourd'hui et le Mali de demain. Redouane Ag Mohamed Ali, commissaire à la sécurité alimentaire. La première phase a été lancée à Ménaka le 8 juin 2023 avec 15 organisations bénéficiaires réparties entre 5 régions du pays. La deuxième phase, quant à elle, a été lancée à Kidal le 12 février 2024 avec 35 organisations bénéficiaires réparties entre 10 régions. C'est ici, à 100, que nous lançons la phase 3 du PESAF qui concerne 50 organisations réparties entre 15 régions. Le PESAF 3 ainsi lancé est suivi de la signature de la convention par les bénéficiaires qui peuvent se mettre donc à la tâche. Khadija Karim Diarra, coordinatrice du réseau national des jeunes filles et femmes rurales du Mali, Renage Femme. Nous allons intervenir ici surtout sur la citoyenneté active. À travers ce projet, nous allons faire des campagnes de sensibilisation. Nous allons faire des séries de formations des autorités, des jeunes, des femmes, des leaders religieux et culturels. Les bonnes nouvelles n'arrivent pas souvent seules, a-t-on coutume de dire. Le commissaire à la sécurité alimentaire n'est pas venu à ce lancement les mains vides. Redouane Ag Mohamed Ali. Alerté de l'afflux sans cesse croissant des populations déplacées et les sinistrés causés par les inondations, une aide alimentaire d'urgence composée de 60 tonnes de vivres, soit 1200 sacs de riz et de maïs destinés à ces populations vulnérables. Colonel-major Ousmane Sangaré, gouverneur de la région de San. Ces actes hautement patriotiques illustrent à suffisance la prise en charge des besoins des populations affectées dans un contexte de résilience sans précédent. Cette attention des pouvoirs publics dénote la particularité bienveillante de ceux-ci, par leur sens élevé de solidarité agissante, surtout aux côtés des populations meurtries par la crise multidimensionnelle qui assaille notre pays depuis 2012. Redouane, avant de prendre congé de ses hôtes, est allé présenter ses civilités aux 4 grandes familles fondatrices de San. Ce tour d'horizon a pris fin par la visite du magasin de l'OPAM, San, Drissa Kone et Sedou Kamena pour le RTM. Merci Drissa Kone. Le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, à travers le projet d'autonomisation économique des femmes dans la filière Carité et l'interprofession de la filière Carité, convergent leurs efforts pour booster cette filière. Une rencontre de 2 jours a permis d'examiner avec les partenaires les documents de planification de l'interprofession Carité afin d'engager une future collaboration gage d'un développement durable pour la filière Carité. Compte rendu, Inaba. Au Mali, la filière Carité constitue une source de revenus importante pour les populations. Plus de 4 millions de femmes rurales vivent directement des produits de la filière. C'est pourquoi les acteurs de la filière Carité se réunissent pour sceller un partenariat entre les départements ministériels et l'interprofession Carité du Mali. La présente rencontre vise spécifiquement à identifier les axes de collaboration et informer les différents partenaires sur l'interprofession Carité du Mali. Koumba Samboura, président de l'interprofession de la filière Carité du Mali. Et ce qui est demandé à l'interprofession dans ses missions, c'est qu'elle ait une place dans le développement économique même du pays. Donc pour cela, on a besoin d'être industrialisé. Au jour d'aujourd'hui, nous avons deux industries dans ce secteur-là. La première, c'est Malichi, la deuxième, c'est l'industrie SDA, qui font déjà des contrats avec les femmes à la base. La rencontre a pour objectif de contribuer à renforcer le partenariat et convenir des cadres et modalités de collaboration entre la nouvelle interprofession Carité, les départements sectoriels
et d'autres partenaires publics et parapublics qui appuient la filière carité. Il s'agit de susciter l'engagement et l'intérêt des départements pour une mise en œuvre efficiente et efficace du plan d'action de l'interprofession. Diarra Djeneba Sanogo, ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. En termes de représentativité, les femmes constituent 59% de l'ensemble des membres des trois organes de l'interprofession. Et j'en suis fière de constater que la loi 052 du 18 décembre 2015 est parfaitement appliquée dans la gestion de l'interprofession du Mali. Pour une filière faisant vivre plus de 4 millions de femmes rurales, toute action visant la promotion des intérêts des femmes est en parfaite cohérence avec les orientations des plus hautes autorités du Mali. À l'issue de la rencontre, plusieurs recommandations ont été formulées, notamment l'organisation de la Journée nationale de la filière carité en 2025. Sur un tout autre plan, la cellule sectorielle de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et les hépatites virales était face à la presse à Bamako. Il s'agissait pour les responsables de la cellule de faire le point de la situation actuelle de la tuberculose au Mali. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre la tuberculose, célébrée chaque année le 24 mars. Les précisions avec Sorona Kamisoko. Selon les statistiques de la cellule sectorielle de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et l'hépatite virale, le Mali a enregistré 8632 cas de tuberculose au niveau national en 2024, contre 8266 cas en 2023. S'agissant des cas de décès, on dénombre 491 cas en 2024 contre 499 en 2023, soit une légère diminution. Au regard de cette prévalence, le Mali a adopté des stratégies innovantes de lutte. Dr Madina Konaté, coordinateur de la cellule sectorielle de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et les hépatites virales. Il existe aujourd'hui 110 centres de diagnostic et de traitement de la tuberculose. Ce sont les CESCOM, ce sont les CCRF, ce sont les hôpitaux, que ce soit les diagnostics ou les médicaments pour traiter, c'est gratuit. Et nous avons l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Professeur Yacouba Toloba, chef service pneumophysiologie au CHU du Point G. Aujourd'hui, nous sommes à 37 cas pour 100 000 habitants. L'objectif, c'est d'être au moins autour de 50 cas pour 100 000 habitants, donc le gap n'est pas aussi énorme. Donc voilà un peu les défis qui nous interpellent. Maintenant, il y a des moyens diagnostiques qui nous permettent très rapidement de diagnostiquer et mettre les traitements en route. D'aider ces malades qu'on a diagnostiqués de façon précoce va permettre de rompre la chaîne de transmission. Maladie infectieuse très contagieuse constituant la deuxième cause de décès au Mali. La tuberculose demeure un défi majeur pour les autorités sanitaires. Dr Abdoulaye Keita, conseiller technique au ministère de la Santé et du Développement social. Cette célébration, nous l'avons mis dans un paquet, c'est de voir qu'est-ce que le Mali a fait depuis les engagements internationaux, depuis les directives données par l'OMS pour pouvoir voir l'avancée du pays. Et c'est dans cette optique qu'en 2024, on est arrivé à faire diagnostiquer 8632 cas de tuberculose. Et parmi ceux-ci, 84 ont été guéris. Il y a eu certes des décès qui sont tristes. Et nous demandons l'engagement de tout un chacun pour qu'on puisse mettre fin à cette tuberculose d'ici 2035. Les défis en matière de lutte contre la tuberculose sont immenses et reconnaissent les autorités et leurs partenaires. Toutefois, l'espoir demeure permis quant à l'élimination de la maladie d'ici 2030. Voilà qui justifie le thème de cette année. Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose, s'engager, s'investir et agir. Actualité hors de nos frontières à présent, mais nous restons sur le continent. Eh bien, en Côte d'Ivoire, le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a tenu une rencontre à Yamoussoukro, rencontre au cours de laquelle la date du 16 avril a été retenue pour sa convention d'investiture pour la présidentielle du 25 octobre 2025. Lassine Keita, bonjour. Bonjour Moussa Papa. Alors, la date de la convention est connue sans le président du parti Tidjane Cham. Le Parti démocratique
politique de Côte d'Ivoire PDCI en ordre de bataille pour la présidentielle du 25 octobre prochain. Les cadres du parti ont tenu un bureau politique qui a retenu la date du 16 avril pour la convention d'investiture pour la présidentielle. Un bureau politique qui s'est tenu à l'absence du président du parti Tidjane Thiam. Vous l'avez dit, et selon le professeur Boni, le président honoraire du PDCI Tidjane Thiam a récemment renoncé à sa nationalité française pour remplir les conditions d'éligibilité au scrutin du 25 octobre. Ne veut pas se retrouver dans une situation de non-retour. Faut-il rappeler qu'une action judiciaire est déjà lancée contre Tidjane Thiam par Valérie Yapo, une militante du PDCI qui a saisi le tribunal des référés pour annuler son élection à la présidence du PDCI RDA. La justice doit trancher la question le 11 avril avec la convention du 16 avril prochain pour désigner le candidat du parti. Les dés seront jetés pour le PDCI en Côte d'Ivoire. Moussa Papa. Merci. Lassine Keïta à l'instant sur le dossier ivoirien. Avec vous à présent Ousmane Dao, bonjour. Bonjour Moussa Papa. Nous parcourons le reste de l'actualité sur la scène internationale. D'abord en Algérie, le chef de la diplomatie française à Alger pour renouer le dialogue entre Paris et Alger. Jean-Noël Barrot se rend à Alger à l'invitation de son homologue algérien Ahmed Attaf. Nouveau pas en vue d'un réchauffement des relations entre la France et l'Algérie sous haute tension depuis quelques mois. Cette visite de travail a pour objectif de donner un peu d'air, notamment à la feuille de route conjointe présentée en début de semaine par les présidences françaises et algériennes à la suite d'un appel téléphonique entre les deux présidents. En République démocratique du Congo, l'Union africaine propose le président togolais Faure Gnassingbé comme nouveau médiateur. Oui, hier, le nom du président togolais Faure Gnassingbé a été proposé pour reprendre le flambeau de la médiation entre Kinshasa et Kigali à l'occasion d'une réunion en visioconférence du bureau de la conférence de l'Union africaine. Elle était présidée par João Lourenço, le chef de l'État angolais et président en exercice de l'organisation qui a assumé ce rôle jusqu'à présent. Dans son intervention, João Lourenço a par ailleurs salué les avancées du sommet conjoint de la communauté de développement d'Afrique australe SADC et de la communauté d'Afrique de l'Est EAC qui s'est déroulé à la fin mars et évoqué l'harmonisation des processus de Nairobi et de Luanda ainsi que la désignation des 5 co-facilitateurs africains qui ont d'ailleurs tenu leur première réunion le 1er avril dernier. Au Soudan du Sud, à présent en résidence surveillée, le vice-président Riek Machar ne peut toujours voir personne. Oui, tout à fait. Il avait été incarcéré, mis en résidence surveillée depuis quelques jours, tout comme ses militants. Et cette arrestation a fait monter un peu la pression entre les deux camps. Malgré de multiples tentatives de médiation, le président Salva Kiir est inflexible face à cette arrestation. D'accord. En Inde, le Premier ministre indien Narendra Modi a signé des accords de défense et sur l'énergie avec le Sri Lanka ce samedi lors d'une visite sur l'île. Narendra Modi est le premier dirigeant étranger à se rendre au Sri Lanka depuis l'arrivée au pouvoir d'Anura Kumara Dissanayake. Les deux ont conclu hier un accord de coopération en matière de défense sur 5 ans. Cet accord doit permettre à des militaires sri-lankais de s'entraîner en Inde, en plus de prévoir des partages de renseignements et de technologies. Dernière destination, Corée du Sud. Les soutiens du président Yoon Suk-yeol manifestent contre sa destitution. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Séoul pour protester contre cette destitution de l'ex-président sud-coréen Yoon Suk-yeol, démis pour sa tentative ratée d'imposer la loi martiale début décembre 2024 en scandant destitution invalide, annuler l'élection anticipée. Les 8 juges, rappelons-le, de la Cour constitutionnelle ont décidé à l'unanimité vendredi de prononcer sa déposition au terme d'une longue procédure déclenchant une élection présidentielle anticipée sous 60 jours. Yoon Suk-yeol avait surpris la Corée du Sud dans la nuit du 3 au 4 décembre 2024 en déclarant par surprise la loi martiale et en envoyant l'armée prendre le contrôle du Parlement dominé par l'opposition. Mais un nombre suffisant de députés étaient parvenus à se réunir pour rapidement contrecarrer ces plans. Merci beaucoup Ousmane Dao pour toutes ces informations. 13h22. Focus Santé. Dans Focus Santé, la rédaction s'intéresse au cancer colorectal. Cette maladie attaque le côlon et se manifeste par l'anémie, la douleur abdominale atroce, la diarrhée, la constipation ou la présence du sang dans les selles. La coloscopie permet de poser le diagnostic. On en sait plus avec Koumba Sissé. Le risque de développer un cancer colorectal survient avec l'âge et la plupart des cas à partir de 50 ans. D'autres facteurs de risque sont le tabagisme,
le manque d'exercice physique, l'obésité ou encore l'alcoolisme. À cela s'ajoutent les antécédents familiaux. Actuellement, les jeunes sont beaucoup affectés par cette maladie au Mali qui commence par la présence d'une tumeur dans le côlon. Madame Lee, cancérologue au Centre international d'oncologie du groupe Forum médical. On parle de cancer et spécifiquement du côlon quand l'unité fonctionnelle qui est la cellule du côlon se met à se multiplier de façon anarchique et incontrôlée dans le temps, ce qui va donner naissance à une tumeur ou un polype dégénéré. Et cette tumeur, malheureusement, ces cellules tumorales ont la capacité de se détacher du côlon pour aller coloniser d'autres parties de l'organisme à travers le sang. Les signes cliniques du cancer colorectal sont nombreux. Le cancer du côlon, généralement, se manifeste généralement par une anémie. Et souvent, à un stade avancé de l'anémie, les gens auront même du mal à marcher et avoir des difficultés respiratoires qu'on appelle dyspnée d'effort. Et ensuite, dans le côlon, il peut y avoir des constipations chroniques. Et chez certaines personnes, au contraire, c'est une alternance de constipation et de diarrhée. Et ensuite, l'un des signes, ça peut être des douleurs abdominales atroces, surtout quand on va à la selle, ou des saignements pendant les selles. Si les médecins soupçonnent le cancer du côlon chez un patient, le premier examen à faire est la coloscopie. La coloscopie, c'est l'examen qui permet d'aller voir tout l'intérieur du côlon. Et ça va voir s'il y a une tumeur, quel est le degré, est-ce que ça obstrue la lumière du côlon, quelle est la taille, est-ce que ça saigne, est-ce que ça ne saigne pas. Et le gastro-entérologue, pendant cet examen, va faire ce qu'on appelle une biopsie. C'est un prélèvement de la tumeur. Donc, et on va envoyer ça au laboratoire. Si la coloscopie le confirme, d'autres analyses seront proposées aux patients pour connaître le stade de la maladie. En fonction des phases, le traitement peut être médicamenteux, chirurgical, chimiothérapeutique ou radiothérapeutique. Le cancer du côlon ou du rectum peut être guéri s'il est détecté tôt. Focus Santé. Il était prévu d'avoir comme invité de ce 13h dimanche Abdoulaye Diop, président de la jeune chambre universitaire Bamako Étoile, pour nous parler du projet Renal Care. Mais malgré nos multiples tentatives, il est injoignable. Mesdames, Messieurs, nous vous présentons nos excuses pour ce cas de force majeure. Ainsi se referme donc cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était une présentation de Moussa Papa Aïdara. Tous les plaisirs étaient pour moi. Mise en onde bien assurée par Bintou Traoré. Mise en ligne Abdelaziz Koulibaly. Réalisation, coordination Ousmane Dao. Merci à tous. Prenez soin de vous et des autres. Et n'oubliez surtout pas, gardez le sourire. Quoi qu'il arrive, belle journée dominicale à tous sur le RTM.